Le 15 avril 2021 a eu lieu à Indianapolis la pire tuerie de masse qu'a connue cet État du Midwest américain. Le pays est malheureusement coutumier de ce genre de tragédie, mais ici, c'est le profil de l'auteur qui va retenir l'attention. Brandon Scott Hall, 19 ans, vit en reclus chez sa mère et souffre de graves problèmes psychologiques. Jusque-là, rien de surprenant. Ce qui l'est plus, c'est la raison qu'il avancera pour expliquer son passage à l'acte. Sa volonté de rejoindre au ciel Applejack, son personnage préféré du dessin animé Mon Petit Poney, dont il était amoureux. Moi, c'est Nelly et ça, c'était un avant-goût de l'affaire dont je vous parlais aujourd'hui. Ici, je poste à raison de 2 fois par mois des vidéos traitant le plus souvent d'affaires criminelles avec, en général, un accent mis sur les cultures alternatives ou le monde de la musique parce que j'aime particulièrement traiter de ce genre de choses. Donc, si ça, c'est un programme qui vous dit, eh bien, je vous suggère pourquoi pas de vous abonner. Mais avant de nous lancer dans l'affaire, laissez-moi vous parler quelques minutes de notre sponsor du jour, CyberGhost VPN. Un VPN, ça sert à rediriger vos données de navigation vers un réseau sécurisé et surtout à cacher ce qui vous identifie en ligne, c'est-à-dire votre adresse IP. Avec 15 années d'expérience, 11 000 serveurs dans plus de 100 pays différents et 38 millions d'utilisateurs, CyberGhost VPN est le leader mondial du secteur. Il est également le VPN le mieux noté sur Trustpilot où il obtient l'excellente note de 4,8 sur 5. En plus, CyberGhost est vraiment hyper facile à prendre en main, vous n'avez vraiment pas besoin de vous y connaître en informatique pour l'utiliser. Par ailleurs, CyberGhost VPN applique une politique de confidentialité stricte qui l'empêche de conserver vos données. Ainsi, personne ne connaît la nature de vos activités en ligne. En plus de protéger vos données, CyberGhost VPN vous débloque l'accès à des contenus bénéficiant d'une restriction géographique. Qu'il s'agisse de sites web, de vidéos YouTube ou bien des catalogues de plus de 35 services de diffusion en streaming comme Netflix, Hulu, Amazon Prime ou Disney+. Concrètement, vous changez votre localisation en quelques clics et débloquez 40% de contenu supplémentaire sur vos plateformes de streaming. Compatible entre autres avec Windows, Mac, Linux, iOS et Android, un abonnement CyberGhost protège les connexions de jusqu'à 7 appareils différents. En cliquant sur le lien que vous trouverez en description et en commentaire épinglé, vous bénéficiez de 83% de réduction sur un abonnement à CyberGhost VPN. Ça vous revient à 2 €, 3 centimes par mois, plus 4 mois offerts. Et grâce aux 45 jours d'essai, vous ne risquez pas grand-chose à vous laisser tenter. Un grand merci à CyberGhost VPN d'avoir sponsorisé cette vidéo dans laquelle nous n'allons maintenant plus tarder à nous plonger. Brandon Scott Hall est né le 20 août 2001 à Indianapolis, la capitale de l'Indiana, un état rural du Midwest des États-Unis, situé juste sous les Grands Lacs. Il passe les premières années de sa vie auprès de sa mère Sheila et de son père, sans manifester le moindre souci. Mais lorsqu'il a 4 ans, en 2004, cette sérénité vole en éclats lors d'une dispute entre les deux parents. Sa mère annonce à son père qu'elle a l'intention de le quitter. Et il répond sous la forme d'une menace que si elle fait ça, il en finira définitivement. Mais Sheila le quitte bel et bien, et l'homme met sa menace à exécution. Heureusement, Brandon n'a pas été témoin de ce passage à l'acte, mais il a quand même entendu toute la dispute qui a précédé, et à la mort de son père, il blâmera sa mère pour ce drame. Dès lors, le comportement du jeune garçon, qui était déjà sujet à des colères assez fréquentes et plutôt incontrôlables, ne fera que se dégrader. Et il dit très souvent à sa mère qu'il souhaite faire comme son père. Sheila, rongée par la culpabilité concernant la mort de son mari, ainsi que par le traumatisme laissé sur son fils, fait tout pour être présente pour ce dernier. Alors en 2011, quand il a 9 ans, elle l'emmène au centre de soins d'Indianapolis pour y rencontrer un professionnel de la santé mentale. Ce sera la première visite d'une longue série. On lui diagnostique alors un trouble de l'humeur et un trouble anxieux, ce qui expliquerait ses violentes colères à répétition. Et il se voit prescrire un traitement adéquat. Mais dès le mois suivant, Sheila retourne avec son fils voir le médecin car elle estime que ce diagnostic ne suffit pas à expliquer tous les comportements étranges de son fils. Et on détecte alors à Brandon, en plus du reste, un trouble obsessionnel compulsif. Pour résumer, ça se manifeste chez lui par la mise en place de comportements répétitifs qui peuvent paraître étranges aux yeux des observateurs extérieurs, dans le but d'atténuer l'anxiété provoquée par des pensées envahissantes et incontrôlables.
Dans le cas de Brandon, ça se manifeste surtout par des exigences surprenantes comme porter systématiquement 3 paires de shorts. Il passe également la plupart de son temps libre à se balancer d'avant en arrière devant la télé, mais surtout, il a mis en place des routines quotidiennes qui, si elles ne sont pas respectées au détail près, provoquent de très grosses crises chez Brandon qui doit recommencer tout ce qu'il faisait depuis le début. Et ça rend le quotidien très difficile parce qu'à cause de ça, il est très souvent en retard à l'école ou rate carrément des jours de classe. Brandon explique à un des médecins qu'il rencontre que lui, il ne veut pas se mettre en colère, c'est pas ce qu'il souhaite, mais que parfois, il n'arrive pas à se contrôler. Comme toutes les fois où sa mère a dû appeler la police parce qu'il était violent avec elle. Et à l'école, ça ne va pas mieux. Là-bas, il est suivi par un psychologue pour ses problèmes de comportement qui ne font malgré tout que s'empirer. Le temps passant, il va de moins souvent en cours, s'isolant de plus en plus. En 2013, alors qu'il a 11 ans, sa violence envers autrui franchit un nouveau cap. Alors qu'il joue dans le jardin avec son beau-père Keith, Brandon rentre dans une colère monumentale parce que son beau-père l'a un petit peu mouillé au visage avec un tuyau d'arrosage. Il va s'enfermer dans la salle de bain et se met à détruire la pièce en hurlant. Sa mère Sheila finit par réussir à ouvrir la porte de la salle de bain, alors Brandon en sort en furie et se met à attaquer sa mère, la cognant, la pinçant et la mordant. Il se rue ensuite dans la cuisine où il s'empare de 2 couteaux et coince sa mère contre un mur en la menaçant avec. La police intervient heureusement rapidement et elle s'en sortira avec uniquement une petite blessure sur le bras. Brandon est arrêté et inculpé pour agression, menace et séquestration. Il passe quelques heures en prison, mais évidemment libéré très rapidement en raison de son jeune âge. Il passe cependant devant le juge et reçoit là-bas une injonction de soins avec obligation de suivre une thérapie. Ça n'arrange absolument en rien son comportement, surtout à l'école où il se fait régulièrement expulser pour cause de bagarres. En 2014, alors qu'il a 12 ans, sa mère finit par le retirer de l'école et le fait scolariser à domicile. En 2015, alors qu'il a 13 ans, les médecins lui diagnostiquent quelque chose de nouveau, un trouble du spectre autistique. À cette période, il ne voit plus personne en dehors de sa mère, avec qui il est de plus en plus violent, et un travailleur social qui passe chez eux 2 fois par semaine. Comme on peut le prévoir, Brandon, ainsi livré à lui-même, passe de plus en plus de temps sur Internet. Il développe ainsi une première obsession, celle pour les tueries de masse, en particulier celles perpétrées par des jeunes de son âge en milieu scolaire. Sa mère finit par le découvrir et en parle aux professionnels de la santé mentale que Brandon voyait à ce moment-là. Interrogé sur la question, le jeune homme tente de se montrer rassurant, expliquant qu'il ne se livrerait jamais à un tel acte, qu'il n'a pas le temps et l'énergie pour ça. Alors moi perso, je trouve pas ça super rassurant comme réponse, mais son interlocuteur, écoutez, ça a l'air de lui convenir et Brandon ne sera pas signalé pour quoi que ce soit. Mais en parallèle, il poste souvent sur Facebook des mèmes se moquant des victimes et glorifiant les auteurs de ce genre de passage à l'acte. Et rapidement, au gré de ses navigations sur Internet, Brandon Hall développe une nouvelle obsession, plus surprenante celle-ci, vu son profil, celle pour My Little Pony, mon petit poney en français, et ma petite pouliche en québécois. C'est une marque de jouets en forme de poney en plastique avec des crinières à coiffer qui a été créée par le géant américain Hasbro en 83 et qui a donné lieu à de nombreux produits dérivés comme des dessins animés, des jeux vidéo, etc. Il existe une fandom, un regroupement de gens fans de My Little Pony, né d'une blague sur 4chan de base, début 2010, mais représentant aujourd'hui des milliers de personnes à travers le monde occidental. Des adultes fans hardcore de la licence, appelés les Brownies. Les Brownies pratiquent massivement le cosplay et une proximité naturelle existe avec le mouvement furry, qui compte lui aussi des cosplayers aimant incarner des animaux imaginaires possédant des caractéristiques humaines, un petit peu comme les petits poneys. Ils partagent aussi avec les furries quelques controverses dues à la présence assez significative au sein du mouvement de personnes assumant être attirées par les animaux, les enfants, ainsi que la présence plus surprenante d'amateurs d'idéologies extrémistes racistes. Je tiens quand même à préciser, même si ça paraît évident, que je ne dis absolument pas que tous les gens qui aiment My Little Pony ou qui sont fans hardcore de My Little Pony ou qui sont furry ou qui font du cosplay sont
tout ce que je viens de citer précédemment. C'est absolument pas ce que je dis. Mais il y en a, et de manière un petit peu plus notable que dans d'autres groupes de personnes. C'est tout. Brandon est donc un brony et il fait partie des plus hardcore. Il recouvre les murs de sa chambre de représentation de ses personnages équins préférés, collectionne les tentures, les peluches, les jouets et les vêtements à l'effigie de My Little Pony. Quand vous êtes un fan un petit peu extrême de quoi que ce soit un groupe de musique, une série télé ou que sais-je, vous avez souvent un personnage préféré. Eh bien pour Brandon, c'est pareil, il a un petit poney préféré. Il s'agit d'Applejack, un personnage féminin faisant partie des Main Six, les 6 personnages principaux. Brandon adule ce petit poney à la robe orangée, connu pour son fort caractère, son authenticité, sa bravoure et son altruisme. C'est ainsi en tout cas que le personnage est dépeint dans les dessins animés. Il adore son look et son accent un peu country, inspiré du sud des États-Unis, et paraît-il inspiré des chanteuses Miley Cyrus et Bonnie Tyler. This is your sister Applejack, remember? The loyalest of friends and the most dependable of ponies? Rapidement, les sentiments de Brandon à l'égard d'Applejack commencent à ressembler à de l'amour, et il se comporte comme si le petit poney était sa petite amie, comme s'il était en couple avec le personnage imaginaire. Ce genre de comportement, ça peut être un des symptômes d'un trouble appelé la limérance. Ça consiste à avoir des pensées obsessionnelles envahissantes, des fantasmes dont l'objet n'exprime pas de réciprocité, souvent parce qu'il n'est pas au courant. En général, quand on est atteint de limérance, l'objet du désir, c'est quand même quelqu'un qu'on connaît au moins de loin. Ça peut être un ou une collègue de bureau qu'on observe de loin, à qui on n'a jamais vraiment osé parler, ou ça peut aussi être une star. Et ça, on en a déjà parlé dans une autre vidéo concernant un fan hardcore de Björk. Je vous mets le petit lien par là-haut. En tout cas, les pensées de la personne atteinte de limérance peuvent souvent finir par se teinter de quelque chose de tragique, à mesure que grandit la frustration engendrée par la non-réciprocité. Dans le cas de Brandon, la limérance se teinte d'un autre trouble, puisque l'objet de son désir n'existe pas. Lui, s'il n'y a pas de réciprocité, c'est pas seulement parce qu'il n'ose pas en parler à la personne, c'est surtout parce que la personne, c'est un petit poney de dessin animé qui n'existe pas dans la vraie vie. Et ce trouble-là, ça s'appelle la fictophilie, ou la fictosexualité. C'est tout simplement le fait d'être attiré sentimentalement et ou sexuellement par un personnage fictif. C'est considéré comme une paraphilie, c'est-à-dire une pratique sexuelle déviant de la norme, autrefois appelée perversion, mais on n'utilise plus ce terme. Mais elle est recensée parmi les orientations sexuelles reconnues par le mouvement LGBT et a même son drapeau attitré. Cette sexualité est souvent associée à l'asexualité, puisque l'individu concerné n'a pas de possibilité d'avoir de relations sexuelles concrètes avec l'objet de son désir qui n'existe pas. Donc il est un petit peu asexuel, contraint et forcé, si vous voulez. Ou alors, parce qu'il est asexuel de base, il a choisi de projeter son désir sur un objet qui n'existe pas, comme ça il ne risque pas d'avoir de relations sexuelles. Ça se tient. Malgré cette obsession un petit peu extrême et étrange, en 2020, Brandon Hall a 19 ans et il semble aller mieux. Il a même trouvé un emploi chez FedEx, un géant mondial du transport de courrier et de colis, entre autres, et il travaille dans leur entrepôt d'Indianapolis, tout près de l'aéroport de la ville. Grâce à ça, il a enfin pu partir de chez sa mère et à son propre appartement en ville, et ça a contribué à adoucir les relations entre lui et sa mère. Sheila se sent un petit peu comme libérée d'un fardeau. C'est pas méchant, mais dans le sens où, son fils lui faisait quand même beaucoup de soucis, c'est le moins qu'on puisse dire, il lui tapait même dessus. Et là, elle a l'impression qu'il va mieux et qu'il prend enfin sa vie en main. Donc c'est plutôt positif et elle, ça lui fait plaisir, elle se sent mieux. Mais tout cela n'est que superficiel, c'est de l'apparence, car Brandon va en réalité de moins en moins bien. Ses problèmes de santé mentale sont de plus en plus présents et il ne prend même plus ses médicaments. Et en octobre 2020, seulement quelques mois après qu'il ait commencé à travailler, il se fait licencier par FedEx pour absentéisme et doit retourner vivre chez sa mère. Et en mars 2021, celle-ci note à nouveau des comportements très inquiétants de son fils. Enfin, il en a tout le temps, mais on va dire encore plus inquiétants que d'habitude. Un jour, elle l'emmène dans un surplus militaire, un endroit qu'il adore. Et habituellement, il se contente d'acheter des vêtements, mais cette fois-là, il se montre déterminé à faire l'acquisition d'une arme à feu. Il a 18 ans, il a gagné de l'argent en travaillant, donc selon la législation américaine, il n'y a pas grand-chose qui peut l'en empêcher.
Il achète donc un fusil, et sur le chemin du retour en voiture, il fait même des allusions au fait de sauter sa propre vie en rigolant. Et à l'époque, c'est d'ailleurs ça qui inquiète le plus ses proches, que Brandon se fasse du mal à lui-même, en raison de ce qu'a fait son père et de son passé, ses traumatismes, aussi des allusions qu'il fait tout le temps. Mais surtout parce que personne n'imagine qu'il pourrait s'en prendre à quelqu'un d'autre que lui-même. Mais inquiète de le savoir en possession d'une arme à feu, vu son état psychologique, Sheila décide quand même d'aller le signaler à la police. Elle y va dès le lendemain et elle indique aux agents qu'il pourrait avoir pour projet de mettre fin à sa propre vie avec son arme, ou bien de faire ce qu'on appelle un surveillance by cop, c'est-à-dire aller volontairement à l'encontre des policiers avec une arme pour que ceux-ci nous tuent. C'est une pratique a priori assez courante aux États-Unis. Les autorités décident alors d'ouvrir une enquête au sujet de Brandon Hall et il est finalement décidé de l'interner de force. Des policiers débarquent alors chez sa mère où il habite pour l'interpeller. Au moment de l'interpellation, Brandon se montre plutôt coopératif, il se laisse mettre les menottes sans résistance parce que c'est quelque chose d'autre qui l'inquiète. Il a vraiment peur qu'on fouille son ordinateur et ça finit par se voir. Et donc c'est la première chose que les agents de police vont faire. Et sur celui-ci, ils trouveront de nombreuses consultations de sites internet diffusant une idéologie suprémaciste blanche. De manière surprenante, Brandon Scott Hall ne reste sous surveillance psychiatrique que 2 heures avant d'être libéré. Et l'enquête sur lui est clôturée, les enquêteurs estimant qu'ils n'ont pas réussi à récolter de preuves formelles d'une quelconque activité criminelle. Par contre, son arme à feu ne lui est pas rendue. C'est un détail important. Un peu plus tard, c'est carrément le FBI qui va porter son attention sur Brandon Scott Hall en raison de ses activités en ligne sur des sites diffusant de l'idéologie suprémaciste blanche. Sheila rencontre même un agent du FBI qui lui dit que son fils a le profil d'un tueur de masse. Un agent qualifié passe chez eux pour discuter avec Brandon, qui s'énervera qu'on le questionne sur son amour pour Applejack, mais aucune action supplémentaire n'est menée malgré tout ça. Brandon aurait a priori très mal vécu les suspicions qui ont pesé sur lui, en particulier l'épisode avec le FBI, a priori ça lui a fait très peur, et à cette époque, il a tenté d'en finir, en utilisant exactement la même méthode que son père. Pendant le confinement de 2020 dû à l'épidémie de Covid-21, Brandon reçoit, comme des millions d'Américains, une aide financière allouée par Donald Trump afin de lutter contre les effets économiques de la crise sanitaire. Il s'agissait en fait d'inciter les Américains à continuer de consommer. Donc on leur envoyait des chèques. Brandon décide d'utiliser ce chèque de $3000 pour se procurer 2 fusils semi-automatiques de type AR-15 en juillet et septembre 2021. Ici, il y a plusieurs choses à noter. Déjà, le fait que Brandon ait décoré ses armes avec des petits stickers My Little Pony. C'est original. Ensuite, le fait que l'AR-15 est le type d'arme qui est très 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 utilisé dans les tueries de masse. Et troisième chose, c'est quand même surprenant que ce garçon ait pu se procurer aussi facilement de nouvelles armes, alors que la première qu'il avait eue lui a été confisquée, et pour de bonnes raisons. D'ailleurs, à cette époque, Sheila emmène encore une fois Brandon dans une clinique afin que son état mental puisse être de nouveau évalué, parce que selon elle, ça ne fait qu'empirer. Mais ils vont rentrer bredouille sans avoir vu aucun médecin en raison d'un sous-effectif. Plus tard, il y a quand même un travailleur social qui va passer voir Brandon et qui notera que ce dernier ne présente que peu de capacité d'empathie et semble ne pas du tout se soucier de la vie d'autrui. En somme, malgré tous les efforts de Sheila, tous les ingrédients sont là réunis pour qu'il se passe un drame. Le 15 avril 2021, après sa journée de travail, Sheila a mangé avec son fils, puis lui a dit qu'il partait se coucher. Au lieu de ça, il s'est connecté sur Facebook, où il a écrit une déclaration d'amour à son petit poney préféré, Applejack, comme il en faisait souvent. « J'espère que je pourrai retrouver Applejack dans la vie d'après. Ma vie n'a pas de sens sans elle. » Le texte est accompagné d'un selfie, une photo qu'il a prise de lui-même, habillé tout en noir, avec le visage camouflé, tenant une arme, une de ses armes, dans la main et visant avec. C'est le genre de photo assez typique que prennent les auteurs de passages à l'acte de ce type. On retrouve souvent ce genre de photos. Ensuite, il a mis ses armes dans son coffre et s'est rendu en voiture sur son ancien lieu de travail, le bâtiment FedEx, près de l'aéroport international d'Indianapolis.
Brandon sait que l'endroit est très sécurisé, que seuls les employés y ont accès à l'aide d'un pass qu'il ne possède plus puisqu'il a été viré. Mais il a tout prévu, il sait comment ça se passe, et il profite de la confusion créée par le changement d'équipe pour s'y introduire à 22h. Il parle un petit peu avec des agents de sécurité avant de sortir une de ses armes et d'ouvrir le feu. Il continue de tirer sur chaque personne qu'il croise tout en avançant dans le dédale des salles, tout en criant des paroles incompréhensibles. À l'époque, FedEx applique dans ces locaux-là une politique stricte d'interdiction des téléphones et les employés sont incités à laisser les leurs lorsqu'ils rentrent dans le bâtiment. Alors à ce moment, personne n'a pu appeler les secours. Ensuite, Brandon retourne à sa voiture et il ouvre le feu sur le parking avant de retourner dans le bâtiment. Mais là, à l'extérieur, les gens ont leur téléphone sur eux et commencent à appeler le 911. Une patrouille ne devait pas être loin car les policiers arrivent en seulement quelques dizaines de secondes. Et lorsqu'ils pénètrent dans le bâtiment, ils finissent par tomber sur le corps sans vie de Brandon Scott Hall, étendu au sol dans une mare de sang, avec posé à côté de lui ses 2 fusils mitrailleurs AR-15 couverts de stickers My Little Pony. L'assaut aura duré en tout 4 minutes et fait 8 victimes âgées de 19 à 74 ans. Carly Smith et Samaria Blackwell, toutes de 19 ans. Matthew Alexander, 32 ans. Amarjit Sekon, 48 ans. Jasvinder Kaur, 50 ans. Amarjit Johal, 66 ans. Jasvinder Singh, 68 ans. Et John Weissert, 74 ans. Des veillées à la mémoire des victimes sont tenues et FedEx ouvre une cagnotte pour indemniser les familles. Mais l'enquête pour tenter de déterminer le mobile de Brandon Scott Hall se trouve vite dans l'impasse. Il n'est plus là pour s'expliquer et les seules traces qu'il a laissées derrière lui, c'est son activité essentiellement sur les réseaux sociaux. Et là-bas, il postait quasiment que des choses en rapport avec My Little Pony. Une piste est cependant explorée, celle de la haine raciale. En effet, la moitié des victimes sont d'origine indienne et de confession sikh, et Brandon consommait bel et bien du contenu raciste. Mais les enquêteurs estiment ne rien trouver de concret allant dans ce sens, et cette hypothèse n'est finalement pas retenue. Comme souvent dans ce genre d'affaires, et c'est bien normal, on cherche des responsables. On cherche à savoir où est-ce que les choses se sont mal passées pour en arriver là. Il est impossible de remettre en cause la mère de Brandon. Elle a signalé son fils à de nombreuses reprises. Elle a absolument fait tout ce qui était en son pouvoir sans qu'aucune action ne soit réellement engagée pour éviter un passage à l'acte. Ce sont alors les négligences de l'État qui sont pointées du doigt. Pour contrecarrer les attaques, le gouverneur de l'époque de l'Indiana augmente le budget alloué à la santé mentale. Un des points qui soulève le plus d'interrogations, c'est l'aisance avec laquelle Brandon a pu se procurer de nouvelles armes alors qu'une première lui avait été confisquée. Il a alors un temps envisagé de renforcer les réglementations entourant l'encadrement dans l'obtention des armes, mais comme souvent aux États-Unis, il y a des résistances et rien ne se fera. Et Sheila pointe autre chose qui va dans le sens d'une part de responsabilité de l'État. Concernant l'allocation de $3 000 durant le Covid, ça aurait tout à fait pu lui être versé à elle, puisque son fils était encore sous sa responsabilité, il vivait sous son toit, etc. Ça en serait servi pour le nourrir, l'habiller, payer ses factures. Mais au lieu de ça, cette allocation a été donnée directement à un ado qui souffre de troubles et qui l'a utilisée pour s'acheter des armes avec lesquelles il a commis une tuerie. FedEx est également pointé du doigt parce que certains observateurs estiment que leur politique d'interdiction des téléphones, très stricte, ça peut être dangereux puisque ça empêche les gens d'appeler les secours si besoin. Au final, les intentions de Brandon Scott Hall, 19 ans, fan hardcore de Mon Petit Poney et souffrant de nombreux troubles mentaux, restent floues. Le FBI rend cependant sa propre conclusion. Brandon est passé à l'acte autant par volonté de mourir que par volonté de tuer, avec pour objectif secondaire de prouver en quelque sorte sa masculinité, sa capacité à entreprendre et à mener à bien une action et satisfaire une sorte de curiosité morbide en passant à l'acte et en découvrant ce que ça fait que de tuer des gens. En 2023, des familles de victimes de cette tuerie attaquent en justice American Tactical Inc. et Schmeisser GmbH, les fabricants des armes utilisées par Brandon Hall.
Ce sont surtout les chargeurs à haute capacité, pouvant donc contenir de nombreuses balles qui sont pointées du doigt. Ce sont eux qui permettent dans ces cas-là de faire un grand nombre de victimes en tirant sans s'arrêter. Quant à Sheila, la mère de Brandon, lorsque l'occasion lui est donnée de s'adresser une dernière fois à son fils, elle déclare « Je pleurerai toujours beaucoup plus tes victimes que je ne te pleurerai toi ». J'en ai fini ici de vous parler de Brandon Scott Hall et de la tuerie du FedEx d'Indianapolis. C'était évident pour moi que j'allais vous faire une vidéo sur cette affaire dès que j'en ai entendu parler. Je la connaissais pas avant récemment, mais c'était vraiment évident parce que moi j'aime beaucoup parler de profils très particuliers, de gens avec des centres d'intérêt un petit peu exotiques. Et là, on va dire qu'on était servi. J'aurais préféré pouvoir vous parler des petits poneys et des brownies dans d'autres circonstances, sans que ça implique que des gens perdent la vie. Et j'ai quand même trouvé ça très intéressant. J'espère que vous aussi. Et si c'est le cas, écoutez, vous n'hésitez pas, comme d'habitude, à me mettre le petit pouce bleu en l'air. Ça ne valide évidemment en rien les actions décrites dans la vidéo. Ça veut juste dire que vous estimez que j'ai plutôt fait un bon travail en vous rapportant les faits. Et en plus, pour vous raconter ça aujourd'hui, j'avais un petit obstacle supplémentaire. Je ne sais pas si vous avez remarqué, s'il vous plaît, dites-le moi en commentaire, mais j'ai des bagues. Donc dites-moi, parce que je suis curieuse, est-ce que vous l'aviez vu? Est-ce que vous l'aviez entendu? J'ai envie de savoir. Et avant de nous quitter, n'oubliez pas d'aller jeter un petit coup d'œil à notre partenaire du jour, CyberGhost VPN. Vous pourrez protéger votre vie privée, débloquer du contenu exclusif et faire des économies en cliquant sur le lien que vous avez dans la description. Encore merci à eux d'avoir sponsorisé la vidéo et merci à vous, évidemment, d'être restés jusque-là. J'espère que vous allez tous bien. Moi, c'est pas la grande forme, mais ce n'est pas le moment de se livrer ainsi. Mais voilà, sachez que si vous allez pas très bien, moi non plus. c'est pas la grande joie, mais on fait aller. Et je suis contente de continuer de vous faire des petites vidéos comme ça. Donc écoutez, j'espère que vous appréciez aussi. La dernière vidéo qui parle d'une jeune femme qui a disparu pendant un concert de Metallica et qui est tombée sur un tueur en série, tout simplement. Elle est en train de complètement flopper. Donc si vous l'avez pas vue et que vous avez envie de vous rattraper ou de relancer un petit peu l'algorithme, allez-y, je vous mets le petit lien là-haut. Par contre, par pitié, ne faites pas juste une vue en clic et en sortant direct. Ça, il n'y a rien de pire pour l'algo. Donc, faites rien à la limite. Mais si vous cliquez pour lancer la vidéo, laissez-la défiler jusqu'au bout. Allez faire autre chose à la limite. Et faut qu'elle défile jusqu'au bout. Sinon, c'est vraiment pas bon pour l'algorithme. Écoutez, j'ai pas grand-chose de plus à vous raconter pour cette fois. Donc, je vous dis à dans 2 semaines. Ciao.